Bonjour, bienvenue sur l'Insoumission. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Laila Chebbi, eurodéputée insoumise de combat, pour nous parler d'un sujet dont on parle très rarement dans les médias, le travail ubérisé. On sait en ce moment qu'il y a la seconde vague de coronavirus et que les livreurs continuent à vous livrer des sushis, des pizzas, et eux, leur santé est en danger puisqu'ils n'ont aucune protection sociale. Justement, Laila, tu as proposé ce lundi 16 novembre au Parlement européen une directive relative à la protection des travailleurs ubérisés, des plateformes numériques comme Deliveroo et Uber. Est-ce que tu peux nous présenter l'objectif de cette directive ? Merci Pierre. Alors quand on parle de travailleurs des plateformes, on parle de quoi ? On parle des chauffeurs VTC Uber qui travaillent pour Uber. On parle des livreurs de repas à domicile sur Deliveroo, Uber Eats, qui livrent des repas aux cadres qui sont confinés, qui font du télétravail pendant ce deuxième confinement, mais aussi depuis le premier confinement. Et je crois que la crise et ses conséquences sociales, elles ont mis en lumière le fait que ces gens-là travaillaient dans une situation d'énorme précarité et sans droit, sans protection. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un statut qui fait qu'officiellement ce sont des indépendants. Ils travaillent à la tâche, ils sont tous micro-entrepreneurs, ils travaillent pour des plateformes qui ne les considèrent pas comme des salariés, qui vont dire vous êtes des partenaires. Le problème, c'est que quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que en fait, le fait de les considérer comme des soi-disant indépendants, c'est une excuse, un prétexte pour les plateformes numériques, Uber, Deliveroo, pour pas appliquer le droit du travail et pour pas leur donner de la protection sociale. Et ça les met, eux, dans une situation très 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 difficile d'un point de vue sanitaire, où depuis le premier confinement, ce sont des gens qu'on envoie au charbon donc pour livrer des repas aux cadres confinés et aux gens qui font du télétravail, donc qui vont toucher des centaines de digicodes, de sonnettes, traverser les rues des villes comme ça, puis en mettant en danger leur santé. Et puis en plus, du coup, comme ils n'ont pas accès à la protection sociale, eh bien, ils peuvent pas bénéficier des arrêts de travail comme un salarié classique. Alors, tu pourrais me dire, oui, mais en même temps, s'ils ont choisi de faire ce boulot, c'est souvent ce que nous répondent ces plateformes, c'est parce qu'ils veulent être indépendants. Ils veulent un statut d'indépendant, ils ne veulent pas être esclaves, comme souvent on imagine que peut être le statut de salarié. Eh bien, le problème, c'est que s'ils étaient vraiment indépendants, il n'y aurait pas de problème. Mais en fait, quand on regarde de près, ils ont des plateformes qui fixent les tarifs, qui les contrôle, un algorithme dans la poche qui leur dit où il faut aller et puis qui va les sanctionner s'ils n'ont pas été assez rapides ou pas. En gros, ils ont les inconvénients des deux côtés, en fait. Ils n'ont pas la protection sociale et pas le droit du travail comme s'ils étaient indépendants, mais par contre, ils ont les contraintes du salariat dans le sens où ils ont un donneur d'ordre qui les sanctionne, qui leur donne des ordres et qui les contrôle. Ok, justement, tu as lancé sur ce sujet-là un site internet qui s'appelle Pour qui roulez-vous ? Est-ce que tu peux nous expliquer l'objectif de ce site, de justement différencier les deux statuts dont tu parlais, le fait d'être soi-disant indépendant auto-entrepreneur à celui de salarié ? Ouais, c'est vrai qu'il y a un espèce de mythe, comme ça, une légende urbaine, mais qui est très 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 utilisée par les plateformes numériques, qui dit mais vous êtes beaucoup mieux en indépendant, votre chiffre d'affaires va être mieux que ce que vous auriez perçu en tant que salarié, et puis vous avez la flexibilité, enfin c'est super d'être indépendant. Et en fait, nous, on a créé un site qui est le premier simulateur de salariat. En gros, t'es chauffeur Uber, t'es livreur chez Deliveroo, tu rentres sur le site internet ce que t'as gagné par semaine, par mois, tu mets tes frais, ce que tu as dû payer en frais de réparation, qui est à ta charge, pour ton vélo ou pour ta voiture, en frais d'assurance, en abonnement téléphone, etc., etc., etc. Hop, un convertisseur te dit ce que tu aurais gagné si tu avais été salarié. Avec aussi les congés payés que tu avais eu, que tu n'aurais pas eu, les droits en termes de paiement des heures supplémentaires, etc., etc., etc. Et en fait, nous, on s'est dit que plutôt qu'un argumentaire, en fait, on peut faire tous les argumentaires pour expliquer que c'est une arnaque, cette situation de faux indépendant, et que les premiers concernés, les travailleurs, auraient tout à gagner à être dans un statut de salarié. Je pense que ce simulateur, ça permet de prouver sans argumenter, sans théorie, mais juste par la pratique, concrètement, en fait, ce à côté de quoi tu passes avec ce statut de faux indépendant qui est actuellement en place par les plateformes. Et justement, tu dis concrètement sur les conditions de travail, on utilise souvent l'expression, quand on parle des travailleurs ubérisés, ton patron, en fait, il est dans ta poche. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, en fait, concrètement, par exemple, le nombre d'heures de travail que peut travailler un livreur
Deliveroo, un chauffeur Uber, dans une semaine, est-ce que légalement, oui, tu peux travailler 200 heures par semaine sans en fait que personne intervienne pour te protéger? Mais complètement, parce que quand qui dit droit du travail, si les livreurs et les chauffeurs, les travailleurs ubérisés rentraient dans le cadre du droit du travail, il y a une limitation d'heures en fait. Mais là, le fait d'être soi-disant indépendant, ça permet de complètement faire en sorte qu'il n'y a plus du tout de limite et tu peux bosser, tu peux bosser 200 heures par semaine. Donc le problème, c'est qu'au-delà de la santé, de la mise en danger de la vie des travailleurs, c'est que est-ce que toi, tu monterais dans une voiture d'un chauffeur Uber pour quelqu'un qui travaille comme ça, qui a travaillé depuis 24 heures sans dormir? Moi, je craindrais pour ma sécurité. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Est-ce qu'on laisserait circuler des vélos ou des scooters qui pour livrer des sushis ou des burgers alors que le gars est sur la route comme ça, donc met en danger les autres automobilistes, etc., les piétons. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc souvent, on entend les gens dire, mais au moins, si je suis chauffeur Uber, si je suis coursier à vélo, j'aurai pas de patron. Mais en fait, le truc, c'est que le patron, il est dans la poche et par l'algorithme, une des revendications et une des choses qui est demandée par les représentants de ces travailleurs-là, c'est d'avoir une transparence sur l'algorithme. On a l'impression que c'est rien, l'algorithme, que c'est uniquement ce qui va faire l'intermédiaire en fait, entre la personne qui cherche un chauffeur pour aller à la mairie, par exemple, et puis le chauffeur qui est disponible, entre le livreur qui peut aller chercher le plateau de sushi, et puis la personne qui est en télétravail, qui attend son repas le midi chez elle. Et en même temps, on se rend compte, quand on regarde de près, que cet algorithme-là, il ne sert pas uniquement à la mise en relation, mais qu'il y a toute une logique qui permet le contrôle sur les travailleurs. Par exemple, de façon très concrète, en fait, on a des chauffeurs Uber qui nous racontent que quand ils ont refusé plusieurs courses, parce que les courses, ils considéraient que le trajet était trop petit, donc ils allaient plus perdre de temps qu'en gagner, en fait, et hop, on leur propose, ils n'ont plus de propositions après pendant les heures qui suivent, ils sont sanctionnés. Inversement aussi, il y a d'autres cas, et c'est pour ça que c'est une grosse demande d'avoir la transparence sur l'algorithme, où vous allez accepter des courses à bas tarif, et du coup on va vous proposer plus de courses à bas tarif, parce qu'on sait que vous êtes du genre à accepter des courses à bas prix. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, sans parler du vol de données qui se fait par l'algorithme en fait, parce que la principale activité de ces plateformes, finalement, c'est pas le fait de servir d'intermédiaire, mais c'est la collecte de données. Et quand vous vous inscrivez sur la plateforme, t'autorise la plateforme à utiliser les données. Et on sait que Uber, par exemple, l'objectif d'Uber, c'est pas dans 5 ans de continuer à faire l'intermédiaire entre des chauffeurs et puis des gens qui veulent se faire transporter, mais c'est d'avoir des voitures sans chauffeur. Et avec toutes les données qui sont collectées, qui sont ramassées sur le fait que, par exemple, pour aller de Bastille à République, il faut plutôt faire tel ou tel trajet, qu'à tel endroit, à chaque fois, les chauffeurs s'arrêtent parce qu'il y a un passage piéton où il n'y a pas de feu, etc., etc. Toutes ces données-là qui sont collectées, les données des milliers et des milliers de chauffeurs, l'objectif est à terme d'avoir des voitures sans chauffeur. Mais c'est la même chose pour les restaurants, en fait, pour Deliveroo, pour Uber Eats, pour les plateformes de livraison de repas. L'objectif est de supprimer les restos. À la base, on a des plateformes qui se disent on va faire l'intermédiaire entre les restos et les clients. Il faut savoir qu'avec les données collectées, par exemple, savoir que ici, autour du siège de la France Insoumise, les gens aiment bien manger des burgers. Voilà, au Cantal, imaginons. Et en fait, parce que je sais qu'il y a eu plein de burgers au Cantal collectés dans ce quartier-là, plutôt le midi d'ailleurs, entre telle heure et telle heure, et bien plutôt que de faire l'intermédiaire entre le resto qui fabrique les burgers, je vais moi-même faire une cuisine qui remplace le resto, qui va proposer des burgers au Cantal, parce que je sais que c'est un produit qui se vend dans ce quartier-là. Et ça, c'est déjà commencé, hein. Il y a ce qu'on appelle une dark kitchen à Saint-Ouen, où il y a une quinzaine, voire maintenant il y en a un petit peu plus, mais de faux restaurants, en fait, de cuisine. Quand tu commandes sur Deliveroo, tu as l'impression que tu vas commander de l'indien chez un resto indien, hein. Il y a tout un marketing avec un... Voilà, tu as l'impression que c'est un vrai resto indien comme n'importe lequel. Et en fait, c'est fabriqué, ça, dans un petit box dans un entrepôt à Saint-Ouen, qui a su qu'il y avait un marché pour la bouffe indienne et qui... C'est assez fou, là. En fait, tu nous annonces que on va remplacer les restaurants, on va remplacer les chauffeurs, on va faire disparaître, et ça va être, on peut penser à Amazon aussi, en fait, que les grosses multinationales, un peu comme une pieuvre tentaculaire, en fait, qui vont manger tous les petits commerces.
et qui vont s'imposer, prendre toutes les parts de marché dans les différents domaines. C'est leur objectif, c'est ça. C'est là où c'est très 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 dangereux. C'est vrai que tu parlais d'Amazon aussi, question sur laquelle j'ai pas mal travaillé ces derniers mois. Dans les entrepôts Amazon, on sait qu'il y a une organisation du travail qui est faite où il y a une utilisation de la technologie, on robotise tous les gestes. Mais on a des humains quand même qui vont aller chercher tel ou tel produit dans tel couloir avec une application. Et là déjà Amazon a commencé à licencier dernièrement. On sait que plus il y a d'entrepôts Amazon, moins il y a d'humains et plus il y a de robots. Et à terme, l'objectif pour Amazon, donc, c'est à la fois de supprimer les humains dans les entrepôts, mais pareil pour les commerçants. La même logique dont je te parlais pour Deliveroo ou pour Uber, Amazon propose aussi de faire l'intermédiaire entre des commerçants et les clients, en disant il y a les produits vendus par Amazon, mais il y a ce qu'ils appellent la marketplace, où là, par exemple, on propose à telle ou telle marque de mettre son produit là, directement sur Amazon. Et même logique, c'est-à-dire que Amazon collecte les données, va savoir je sais pas, que par exemple, il y a des drapeaux, le fabricant de drapeaux de la France Insoumise, en fait, les drapeaux qui sont le plus vendus, c'est des drapeaux de tel ou tel format, voilà, et que ça se vend bien, donc, plutôt que de continuer à faire uniquement l'intermédiaire entre le vendeur de drapeaux de la France Insoumise et puis le client, je vais moi-même fabriquer, voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, parce qu'il y a quelques jours, la Commission européenne elle-même, et Margaret Vestager, qui est commissaire à la concurrence, a déposé un recours contre Amazon en disant, même sur les règles complètement libérales de la concurrence, il y a un problème, il y a une distorsion de la concurrence là-dedans, parce que Amazon est à la fois quelqu'un qui collecte les données des commerçants et quelqu'un qui est en concurrence avec ces commerçants, qui veut prendre leur place. Et comme tu disais, on est dans une logique complètement tentaculaire de pieuvre, où ces plateformes-là, qui ont été élues par personne, eh bien, à terme, vont remplacer les chauffeurs Uber, les humains qui travaillent dans les entrepôts, les restos, les commerçants. Et ça, c'est vraiment problématique. D'autant qu'on est avec des plateformes qui sont qui mettent pas la main à la poche pour le pot commun. C'est une question que j'allais justement te poser. On parle là d'Amazon, on a vu là récemment, notamment les libraires monter au créneau en disant mais Amazon continue à pouvoir livrer des livres, nous on doit fermer boutique, et c'est ça. T'en parlais dans un édito pour l'Insoumission justement, en fait de la concurrence déloyale donc d'Amazon qui continue, et en fait on se pose la question du gouvernement, en fait, quelle activité essentielle est protégée. Là Amazon continue, les petits commerçants, on sait, on a vu des manifestations à Toulouse où ils disent en fait on va devoir mettre la clé sous la porte, c'est très compliqué de survivre, et du coup le gouvernement protège certaines multinationales, et donc qui finalement va payer la crise et qui va en profiter? On pense à Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche du monde, qui a pris 70 milliards d'euros pendant le premier confinement, et donc la question c'est qui? Le gouvernement protège qui va payer la crise, qui va en profiter? Oui, c'est une très bonne question, et on se rend compte là, surtout depuis le début du confinement, nous à la limite on a toujours été convaincus qu'il fallait des services publics, mais là les gens s'aperçoivent que les hôpitaux c'est important, qu'on n'aurait peut-être pas dû fermer des hôpitaux, qu'on n'aurait peut-être pas dû supprimer des lits, et pour construire ces hôpitaux il y a besoin d'argent public. Comment on récupère de l'argent public? Notamment par les impôts, et vous avez t'as le petit commerce de centre-ville, le libraire, qui va payer 30% d'impôts, et des boîtes comme Amazon, mais comme Deliveroo aussi, comme Uber, qui vont payer moins de 5% d'impôts parce que elles ne déclarent pas leurs bénéfices en France. Dans le chiffre d'affaires qui est réalisé en France, tout l'argent qui est amassé en France, elles font bifurquer. Elles déclarent qu'il y a toute une partie qui part au Luxembourg, par exemple, qui fait partie de l'Union européenne, mais où il y a un taux d'imposition beaucoup plus faible. Et comme ça leur permet de ne pas être imposable, de ne pas payer d'impôts, de faire fuiter plein d'argent qui paye. Mais tout ça, en fait, c'est de l'argent qui en moins pour financer les services publics. Et c'est l'assaut Attaque qui estimait que là, en un an, l'argent que Amazon n'a pas payé et que Amazon aurait dû payer pour les impôts, ça équivaut au déficit de l'hôpital public. Donc on a l'impression qu'il y a un tapis rouge qui est déroulé pour Amazon. Pendant ce temps-là, des commerçants qui doivent se serrer la ceinture. On interdit à des gens de vendre des livres, alors que pendant ce temps-là, les livres, on peut les commander sur Amazon parce qu'on a considéré que c'était pas essentiel, mais par contre que ça reste quand même essentiel, alors qu'Amazon continue à les proposer. Alors même qu'en plus, qu'en termes sanitaires,
Amazon a été épinglé pendant le premier confinement en France. Il y a eu une plainte des salariés qui dénonçaient les conditions de travail, qui ne respectaient pas les protocoles sanitaires. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, il n'y avait pas de respect de la distance physique, de la distanciation physique. Donc, c'est pas vraiment le meilleur endroit à laisser ouvert pour aller vendre, expédier des choses qui sont soi-disant non essentielles. C'est une absurdité totale. Et en fait, pourquoi alors on se dit, c'est quoi l'intérêt? À qui profite le crime? Pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on laisse 20 projets d'entrepôts Amazon comme ça qui vont arriver en France, alors même qu'on a des petits commerçants qui crèvent, alors même que dans les logiques du monde d'après, tout le monde s'accorde à dire que entre la transition écologique, entre le besoin de relancer l'économie, il faut arrêter d'avoir des produits qui viennent de l'autre bout de la planète et plutôt penser relocalisation. Eh ben, on continue à installer des entrepôts logistiques qui font venir des produits de l'autre bout du monde, en avion, qui font que tu as 1000 camions par jour qui défilent dans les quartiers dans lesquels s'installent les entrepôts Amazon et donc qui pourrissent la santé, l'environnement, la vie des gens. Et je crois que là, la logique, c'est donc pourquoi on fait ça? Il n'y a pas de logique. Économiquement, c'est une absurdité. Les emplois, on va nous dire les emplois, ça crée des emplois. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Il y a une étude, alors qui n'est pas de la France Insoumise, qui est de Mounir Majoubi, de LREM, qui nous indique que un emploi créé chez Amazon, c'est 2 emplois détruits dans l'économie réelle, parce que c'est des centres-villes qui sont désertés, les petits commerces qui ferment, et puis les grands commerces aussi qui souffrent de la concurrence vis-à-vis d'Amazon. Donc je crois que le pourquoi, c'est tout simplement parce qu'on est dans un système où ce qui fait la loi, qui décide, c'est des grosses entreprises comme ça, qui agissent en toute impunité, qui ont été élues par personne, des Jeff Bezos, des Amazon. Et ça, en fait, ça peut plus durer, quoi. Et tu parlais là, de protection sanitaire pour les salariés d'Amazon. Justement, tu avais fait une tribune pendant le premier confinement, si je ne me trompe pas, qui s'appelle « Le sushi n'est pas essentiel à la nation ». Et justement, on parlait des travailleurs ubérisés. Si demain, un livreur Deliveroo attrape le Covid, comme tu disais, en faisant les digicodes, en rencontrant des gens, quelle protection sociale il a? Et bien justement, actuellement, il bénéficie pas, il est obligé de continuer à travailler parce qu'il ne bénéficie pas ou quasiment pas. Maintenant, les plateformes, suite à la dénonciation un peu unanime qu'il y avait eu sur le fait que c'était un vrai scandale d'envoyer ces gens au charbon, qu'on dise que ce soit essentiel d'envoyer les infirmières à l'hôpital, d'accord, qu'il y ait un débat sur, oui, est-ce que c'est essentiel d'envoyer les enfants à l'école et est-ce qu'il faut que les professeurs, les enseignants continuent de travailler, c'est des choses qui sont entendables. Maintenant, que ce soit essentiel d'aller livrer des sushis dans une période où on dit qu'il faut limiter au maximum, non. Ou alors, si on se dit que c'est des travailleurs essentiels, et dans ce cas-là, on les protège. On ne les traite pas comme ça, comme on fait en ce moment, c'est-à-dire en leur donnant aucun droit, aucune protection sociale. Ce qui fait qu'en fait, il faut choisir entre finalement devoir continuer de pouvoir payer son loyer, mais mettre sa famille en danger parce qu'on risque de ramener le Covid le soir, ou s'arrêter pour se dire que c'est la santé qui passe avant tout, mais du coup, pas du tout avoir droit à des indemnités maladie, en fait. Et peut-être pour revenir en fait sur la proposition de directive, en fait, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que moi, je ne suis pas contre le statut d'indépendant. On n'est pas contre le statut d'indépendant. Mais c'est juste que soit on est vrai indépendant, comme par exemple les taxis qui tiennent à leur statut d'indépendant. Les taxis, les artisans taxis, ils peuvent décider quand est-ce qu'ils travaillent. Enfin, tous les indépendants, en fait, ont le droit de fixer aussi leurs tarifs, par exemple. Le problème, c'est que on a inventé une situation de faux indépendants. En fait, toute l'histoire du salariat, c'est quoi? C'est que au départ, il y avait l'esclavage, où tu bossais pour un seigneur ou un maître. Voilà, tu n'avais pas de droit. Le salariat, c'est quoi? C'est de dire, parce que tu n'es pas un esclave, en contrepartie du temps que tu vas donner pour un patron, les 8 heures de travail par jour pour un patron, ce qui fait que tu n'es pas un esclave, c'est qu'il y a une contrepartie, il y a un contrat. La contrepartie de ce lien de subordination, c'est le fait que ta durée de travail soit limitée, que tu sois payé, bien évidemment, que tes droits, tu as des congés, que tu aies droit à un panier repas le midi. Enfin, toute l'histoire du salariat et l'invention du contrat de travail qui est le CDI, en fait, c'est l'histoire de comment on crée des contreparties à ce lien de subordination.
Ça emmerde certaines parties, certains acteurs du capitalisme qui ont toujours essayé de s'exonérer de tout ça, de dire comment on va passer à côté. On a inventé, je sais pas, moi j'ai commencé à militer à Génération Précaire, un collectif de stagiaires. On voit comment le stage est utilisé pour remplacer des salariés par un certain nombre d'employeurs qui se disent comme ça m'évite d'appliquer le droit du travail. Il y a eu le CDD, il y a eu l'intérim. Et maintenant, l'invention en fait du travail ubérisé, c'est encore une stratégie pour contourner les obligations d'appliquer le droit du travail, la protection sociale. Et en fait, le gros risque, et c'est pour ça que ce combat, il va au-delà de la protection des travailleurs des plateformes, c'est qu'en fait, on risque d'inventer encore un sous-statut qui, ensuite, soit élargi à tous les travailleurs. Et je te donne un exemple. Là, il y a quelques semaines, moi, je suis allée soutenir les travailleurs de Monoprix à Montreuil. Et les travailleurs de Monoprix, donc, qui se mobilisaient pour avoir accès à la prime Covid. Et figure-toi que Monoprix, pendant le confinement, s'est dit, tiens, ils ont découvert une bonne manière là, de remplacer des salariés par des étudiants micro-entrepreneurs. Il y a une plateforme qui s'appelle StaffMe, qui permet aux étudiants de trouver d'avoir des petits boulots étudiants et puis sous statut de micro-entrepreneur, donc d'indépendants. Et bien figure-toi que Monoprix s'est dit, en fait, tiens, plutôt que d'avoir des caissiers, des caissières en salariat, sous statut salarié, on va prendre des micro-entrepreneurs. Puis là, ils se sont rendus compte que, en fait, c'est vachement plus cool, on n'a pas de lien de subordination, on n'a pas de responsabilité, ils sont indépendants. C'est tranquille, on les dégage quand on veut, on leur dit tu viens là de midi à 14h, mais après salut. Et du coup, on voit comment un modèle où il y a des salariés, on peut très vite passer de ce modèle-là à un modèle où il y a entièrement de l'ubérisation. Et à la base, le travail ubérisé qui est pour les plateformes, comment il se propage, il risque de se propager à l'ensemble de la société et donc à casser tous les droits. Et c'est pour ça que là, le combat en fait de la directive, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on reconnaisse que les travailleurs des plateformes doivent avoir accès aux mêmes droits que tous les salariés parce qu'ils sont dans une situation de salariat. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Quand tu regardes toutes ces dernières années, à chaque fois que les travailleurs vont devant les tribunaux, devant les prud'hommes, ou pour demander la requalification de leur contrat de travail, de leur partenariat en contrat de travail, les tribunaux disent, oui, quand on regarde dans les faits, tiens, toi, le livreur ou le chauffeur, tu fixes pas tes tarifs, tu as une plateforme qui te sanctionne, qui te contrôle, hop, c'est les 3 caractéristiques du lien de subordination, t'es salarié. En Californie, là où est né Uber, l'été dernier, il y a une loi qui a imposé aux plateformes de reconnaître que leurs travailleurs étaient des salariés. Et qu'est-ce qu'on a vu juste après, la semaine dernière ? C'est que c'est là où on voit vraiment l'impunité de ces plateformes-là et le besoin de les réguler. C'est que les plateformes numériques en Californie ont dépensé 200 millions d'euros pour organiser un référendum. C'est possible là-bas, hein. Le vote, ça avait lieu le même jour que les élections aux États-Unis. Donc, un référendum qui avait pour but de annuler la décision de justice. Et ça a marché, malheureusement. Et moi, j'ai rencontré les lobbyistes d'Uber et de Deliveroo au Parlement européen. Et on voit, en fait, que leur gros flip, c'était avant donc, qu'il y ait cette dernière décision qu'il y a en Californie, leur gros flip, c'était qu'il se passe en Europe ce qui s'était passé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on les oblige à reconnaître... Il y a des tribunaux, là, si je ne me trompe pas, dans certains États membres, qui ont justement reconnu que c'était des salariés et pas des travailleurs soi-disant indépendants. Ouais. Quasiment tous les tribunaux, en fait, à chaque fois. En fait, c'est pour ça que là, moi, je suis assez optimiste sur le fait que les tribunaux nous donnent raison. En fait, il suffit n'importe quel juge qui regarde la situation d'un livreur Deliveroo se dit non, en fait, c'est pas un indépendant. Attends, si tu veux que je qualifie la relation entre lui et puis la plateforme, il n'y a rien d'indépendant du tout, ça correspond aux critères du salariat, donc à la plateforme. Là, en ce moment, il y a je ne sais pas combien de dossiers en cours entre des chauffeurs Uber et Uber, où ils vont dire, tiens, attends, tout ce que tu nous dois là, on peut monter qu'à 3 ans, donc sur les 3 dernières années, tout ce qu'on aurait dû toucher si on avait été salarié, et dans les faits, en fait, le juge dit, oui, il y a manifestement un lien de subordination, vous n'étiez pas indépendant, donc hop, vous faites un chèque, vous payez les heures supplémentaires que vous auriez dû payer, vous payez les frais de réparation, etc.
Et c'est pour ça que moi je suis en fait optimiste dans le combat. C'est que optimiste et lucide. C'est-à-dire optimiste parce que les faits nous donnent raison. Les faits nous donnent raison, les tribunaux, la Cour de justice de l'Union européenne, la décision en Californie. Mais par contre je suis lucide parce que je me rappelle que la décision l'été dernier en Californie, eh ben, elle a été contredite parce que ces plateformes-là ont énormément de pouvoir et qu'elles se laisseront pas faire. Elles se laisseront pas faire. Qu'est-ce qui empêcherait, comme tu nous dis que là normalement les tribunaux ils vont dans le sens de ta proposition, qu'est-ce qui empêcherait ta directive européenne? On sait que c'était il y a 1 an, si je ne me trompe pas, que Ursula von der Leyen parlait justement de ça. Et qu'est-ce qui empêcherait que là ça passe cette proposition-là? Alors, ce qui empêcherait, c'est le lobbying des plateformes numériques. Et par exemple, le combat, il se mène au niveau du Parlement européen, il se mène en France. Hein. La France, le gouvernement Macron doit légiférer. Et je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, il y a une loi qui s'appelait la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui avait essayé de faire quelque chose. Alors là, Macron est très proche des plateformes. Macron, c'est l'ami de Deliveroo, c'est l'ami d'Uber. Moi, je le vois au Parlement européen. Hein. Et puis, d'ailleurs, quand j'ai rencontré les lobbyistes de Deliveroo Uber, et il me parlait de Macron, mais c'était le dieu Macron. Il m'expliquait, la semaine prochaine, on va voir le gouvernement Sanchez en Espagne, on va lui dire qu'il faut qu'il fasse comme Macron. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Macron il y a 1 an? Heureusement, on a des garde-fous dans les institutions, un conseil constitutionnel qui a retoqué ce que Macron avait voulu faire. Macron a dit, tiens, il faut qu'on légifère. Tout le monde dit qu'il faut légiférer là-dessus sur les travailleurs des plateformes. Ben, plutôt que de protéger les travailleurs des plateformes, on va protéger les plateformes du risque de requalification. On va protéger les plateformes du risque que leurs travailleurs aillent devant les tribunaux et les oblige à reconnaître qu'on est des salariés. Donc en fait, au lieu d'avoir une loi qui protégeait les travailleurs, on avait une loi qui protégeait les plateformes. Sauf que là, le Conseil constitutionnel a dit non, enfin voilà, je passe les détails, mais que c'était juste pas possible, pas conforme à la Constitution. Donc là, après, il s'est dit, oh là là, attends, il faut que je réfléchisse à un autre moyen En gros, leur gros flip à Macron et aux plateformes, c'est le fait de reconnaître que leurs travailleurs sont des salariés, parce que leur modèle repose là-dessus. Et au niveau de l'Union européenne, donc comme tu le disais, la Commission européenne, il y a déjà 1 an, a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que voilà, tout le monde dit, qu'on ne peut pas rester dans cette... entre deux, il faut faire quelque chose par rapport à la situation, au statut des travailleurs des plateformes. 1 an après, il n'y a toujours rien. Nous, il y a un peu moins d'1 an, on avait organisé au Parlement européen le Forum transnational des alternatives à l'ubérisation. On a fait venir des livreurs à vélo, des chauffeurs VTC de toute l'Europe, de Roumanie, d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni, qui était à l'époque encore en Union européenne, même des Californiens, enfin... Et là, pour leur dire, ben voilà, il y a le lobbying des plateformes, et ben nous, on constitue un autre lobbying, un lobby populaire qui est le lobby des travailleurs ubérisés, et allez porter vos revendications directement à la Commission européenne. 1 an après, il n'y a toujours rien, donc c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai pris l'initiative, parce que tu sais, on doit attendre que la Commission européenne propose une directive. Toi, en tant qu'eurodéputé, tu peux pas, toi, être à l'initiative de... Normalement d'une directive. Donc je dois attendre. Mais sauf qu'on attend, là, ça fait 1 an qu'on attend. Donc du coup, depuis quelques mois, j'ai réuni les principaux experts de l'ubérisation, des juristes, et on a bossé directement, on s'est dit, attends, plutôt que d'attendre, on va l'écrire nous-mêmes, la directive. Et voilà, c'est ça, une directive donc, qui est applicable dès maintenant, qui est juste que la Commission européenne a juste à copier-coller. Hein. Et donc hier, donc je rencontrais le commissaire à l'emploi et aux affaires sociales, donc le représentant de la Commission européenne chargé de ces questions-là, en lui disant tiens, hop, ça traîne un peu, et ben j'ai un truc pour toi, je viens t'aider, hein, t'as juste à copier-coller ça, et ce texte-là, ça permettrait concrètement, là, si l'Union européenne propose ça, d'avoir une législation pour la protection des travailleurs des plateformes, surtout qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qui impose de donner à ces travailleurs-là les mêmes droits que tous les salariés dans les États membres de l'Union européenne, hein, parce que, évidemment, le droit du travail, il va peut-être pas être le même en France et en Espagne, mais en tout cas, dans chacun des États membres, t'es travailleur d'une plateforme, tu as accès au droit du travail et à la protection sociale qui est en vigueur dans ton pays. Donc, alors, le combat, encore une fois, il est pas fini, donc c'est vrai que c'est un outil aussi, enfin c'est un outil de bataille pour porter la voix des travailleurs, cette directive. Le combat, il se mène, moi je le mène au sein du Parlement européen, dans l'institution. Il se mène aussi en continuant de mettre la pression. Mais en tout cas, on a en face de nous des plateformes qui sont bien décidées à empêcher
que leurs travailleurs aient des droits, mais en même temps, elles ont en face d'elles des gens très déterminés et très motivés et très optimistes sur le fait de ne pas les laisser continuer à bosser comme ça, à agir en toute impunité et à piétiner les droits des gens. Merci beaucoup Laïla de porter la voix des travailleurs au Parlement européen. On sait que c'est pas le cas forcément de beaucoup de gens au Parlement européen. On sait que les lobbies ont beaucoup de poids, mais on espère que ta directive va passer, qu'on va parler des travailleurs ubérisés. Donc merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. N'hésitez pas à vous abonner à l'Insoumission et on vous dit à très bientôt pour un prochain édito. Merci.